Hello hello, nous sommes actuellement le mardi 25 juin et je commence un nouveau vlog. Il fait extrêmement chaud depuis hier, le soleil est au rendez-vous. Par contre on n'a jamais un entre-deux quoi, c'est soit il fait dégueulasse, limite froid, il pleut, soit il fait caniculaire. Mais bref, je préfère ça quand même, je préfère le soleil et qu'il fasse 30 degrés, parce que j'en pouvais plus de la pluie. C'était le petit point météo du jour. Bref, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, pardon, j'étais en télétravail. Demain, je vais travailler à Bruxelles, mais du coup, niveau lecture, j'en suis où? Alors, je vous l'ai pas dit dans le vlog précédent, mais j'avais pris l'audiobook en fait aussi de Fourth Ring, mais le tome 2, donc je ne sais plus le type du tome 2, donc de Rebecca Yarros. Là je l'ai presque fini, voilà, il me reste je crois 30 minutes d'écoute. Donc voilà, je clôture ce tome 2 que je préfère au tome 1, clairement, même s'il y a toujours des moments où je lève les yeux au ciel, des scènes où je passe le chapitre complet parce que c'est des scènes de fesses tout un chapitre et je comprends toujours pas l'intérêt de mettre ça, tout un chapitre du moins. Ouais, il y a toujours les défauts que j'avais relevés dans le tome 1, mais je trouve que le tome 2 est un... Enfin je sais pas, il me convainc un peu plus au niveau de l'intrigue. Ouais, je sais pas, pour le moment je préfère le tome 2 au tome 1. Je vous donnerai un avis un peu plus précis quand j'aurai terminé, mais voilà, il me reste 30 minutes, mais je passe un bon moment. C'est pas de nouveau pour moi la fantaisie de l'année, enfin la romantaisie de l'année, mais je passe un bon moment. Je trouve que la romance... En fait, je crois que vu que je passe le chapitre de fesses, elle me dérange moins que dans le 1. Dans le 1... elle me faisait beaucoup lever les yeux au ciel, ici peut-être un peu moins. Parce qu'en fait on a beaucoup de développement au niveau de l'intrigue, au niveau des secrets, au niveau voilà, de tout ce qui est un peu rebondissement, intrigue politique, au niveau de tout ce qui est un peu univers. En fait je trouve que l'univers est bien plus approfondi dans ce tome 2 que dans le tome 1, où finalement dans le tome 1 on nous jetait des personnages, on nous jetait un univers mais c'était pas très développé. Ici on développe un peu plus, donc je trouve que voilà, ça apporte un peu plus de satisfaction. Et voilà, bref. Et je suis sinon à la moitié du tome 2 de Bad Ash de Aline Lanotte. Alors clairement c'est le genre de livre que je ne pensais jamais apprécier parce que on est typiquement dans la romance et dans tout ce qui est cliché de romance jeunesse, mais j'avais adoré le tome 1, vraiment j'étais à fond dedans, j'avais l'impression en fait de redevenir ado et je pense que c'est ça qui a fonctionné, c'est le fait d'avoir un peu ce côté nostalgie où quand j'étais ado j'adorais lire ce genre de choses là, et puis c'est vraiment un côté aussi très un peu quand je regardais les High School Musical ou les choses comme ça. Et du coup je pense que ça marcherait pas avec toutes les romances jeunesse, mais ici celle-là marche bien, je trouve, les romances adolescentes. Le tome 2 me convainc peut-être un petit peu moins que le tome 1, même si je passe toujours un bon moment. C'est juste que j'ai préféré le 1, j'ai préféré en fait j'ai préféré voir les débuts de la relation, voir un peu... Pour vous résumer, en fait on a Ashley qui aime Tyler depuis toujours, et Cam va faire un pacte avec elle donc Cam c'est le meilleur ami de Tyler, de l'aider à sortir avec Tyler. Comme ça, lui ça l'arrange parce que Tyler quitte sa copine actuelle qui est très toxique pour lui, et Tyler et Cam du coup retrouve son meilleur ami par la même occasion, et en même temps Ash du coup Ash va pouvoir sortir avec lui, voilà. Mais forcément on s'en doute bien quand c'est voilà, Cam va du coup apprendre à Ash à devenir un peu badass du coup, et des sentiments vont naître entre deux, et du coup on va partir dans un triangle amoureux, voilà, vraiment dans le scénario de triangle amoureux habituel. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé avoir ces prémices de la relation, de l'amitié qui se développe, mais aussi des relations amoureuses qui se développent entre Cam et Ashley. Je vous spoilerai rien, hein. Franchement dans le tome 1 on sait dès le début où est-ce qu'on va aller. C'est tellement attendu, il n'y a rien d'original au niveau du scénario. Dans ce tome 2 je trouve qu'il y a un peu trop de redondance peut-être. Parfois Ash, j'ai envie de la secouer, de lui dire bon c'est bon, tu réalises les choses, parce que elle change d'avis toutes les 3 secondes et parfois on a envie de la secouer un petit peu. Il y a des scènes un peu que j'ai trouvé un petit peu vulgaires. Par contre je trouve que j'avais peur qu'on parte un petit peu trop dans le cliché, et en fait l'autrice casse un petit peu les clichés dans le sens où on a
certes des pom-pom girls qui sont même pas, on a des filles qui sont un petit peu agaçantes et qui sont très clichés à se mettre des bateaux dans les roues, etc. Mais on a aussi une belle amitié entre Ash et ses amis, et Ash a aussi une belle relation avec notamment les pom-pom girls. Alors que souvent dans ce genre de scénario là, puisque Cam et Tyler sont des joueurs de football américain, en général dans ce genre de scénario là, il y a des conflits avec les pom-pom girls et tout ça, alors qu'ici pas du tout. Et je trouve aussi que les réactions que j'appréhendais entre dans le trio amoureux font preuve finalement d'une assez belle maturité. Voilà, je n'ai pas trop envie de vous en dire. Il y a juste un peu le côté redondant où on a envie de secouer un petit peu les personnages. Mais sinon, je passe toujours un bon moment de lecture. Et au niveau réception, hier j'ai rien reçu, mais aujourd'hui la factrice est arrivée avec des tas de colis. Du coup, j'ai reçu plein de choses. Alors, premièrement, j'ai reçu de chez Dracou Les Apprentis, qui est un one-shot qui a l'air juste génial. Je me souviens plus du résumé, mais voilà, ça a l'air très chouette. J'ai reçu Métamorphose. Les Apprentis, c'est de Olivier Gay et de Olivier Boiscommun. Ici, c'est de Olivier Gay et de Jonathan Auconte. J'ai le tome 3 d'Arcana. Il est temps que je lise le tome 2. Je sais pas si c'est ma caméra qui est... Non, je crois que c'est le soleil qui fait un peu une luminosité bizarre, comme si mon écran était sale. Bref, je corrigerai ça pour les prochains plans. Il est temps que je lise le tome 2 parce que j'avais adoré le tome 1, j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle. Et du coup maintenant que j'ai reçu le tome 3, voilà, il est temps que je lise le tome 2 parce que je trouve que c'est une très chouette saga. Donc voilà, je vais me plonger dedans. Et de chez Grand Angle, j'ai reçu Dans les lignes de la mer, Le secret de St. James de Tom Graffin, Thierry Le Prévost et Nathalie Ferlu. Celui-là il fait vraiment très estival. Et celui-là c'était de Serena Blasco. Au niveau livre, j'ai reçu des éditions Erol, un livre parfait pour la plage cet été. C'est La mort à la plage de Coralie Cojol. Il me semble que c'est un cozy mystery et ça va l'air assez sympa quand j'avais lu le résumé. Donc voilà, en plus parfait pour l'été. J'ai reçu la rentrée littéraire de chez Albin Michel, les livres que j'ai sélectionnés de la rentrée littéraire. J'ai demandé le nouveau Mélissa D'Acosta, donc Tenir debout. Le nouveau Amélie Nothomb qui sera lu très très vite comme tous les Amélie Nothomb. Et le nouveau Véronique Olmy, Le courage des innocents. Et enfin j'ai reçu un graphique de chez Hachette, c'est Marshmallow et Jordan de Alina Shaw. J'adore les illustrations, donc j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il a l'air absolument sublime. Donc voilà, je le lirai peut-être ce soir pour couper un petit peu avec Bad Ash, même si j'ai envie de finir Bad Ash, pas ce soir mais à mon avis demain, parce que j'ai envie de passer à autre chose, même si de nouveau je passe un bon moment de lecture. Mais voilà, j'ai envie de lire un peu autre chose. On est mercredi, je viens de recevoir ma toute première commande d'Hippoda. Ça fait longtemps que je veux craquer sur ce site parce que c'est Gilles et Gaëlle, donc Silent Gilles et Martine, je crois que c'est juste Gaëlle Garcia Diaz, oui Diaz, maintenant son pseudo, mais qui en parle tout le temps. Et là, Gaëlle a montré dans une série de stories cette nouvelle crème solaire qui sortait chez Hippoda. Alors moi typiquement ça c'est une crème solaire pour le visage, je sais pas vous, mais moi quand je suis à la plage ou quoi, je remets jamais de crème solaire sur le visage si je peux pas me laver les mains avant parce que ça me dégoûte. Ce qui est complètement débile parce que du coup mon visage crame. Et du coup ici quand j'ai vu qu'il sortait ça sous forme de stick, t'as pas besoin de mettre tes doigts dans la crème, t'as pas besoin de mettre tes doigts sur ton visage, tu appliques juste le stick comme ça sur ton visage. J'ai foncé, c'est ce qu'il me fallait absolument pour cet été. Donc voilà, j'ai craqué pour cette crème solaire. On verra bien si j'aime bien, si c'est bon pour ma peau, etc. Parce que parfois les crèmes on peut avoir des réactions. Donc voilà. Je vous parlerai un petit peu, j'ai presque fini, il me reste 10 pages, donc dès que j'ai fini le tome 2 de Bad Ash, je vous en parle. Il fait hyper chaud, on n'a pas un entre-deux, hein. Soit il fait dégueulasse, soit il fait caniculaire. Donc j'ai pas pu faire le sport, je suis un peu frustrée. Mais ce n'est pas grave, voilà, c'est juste pour vous montrer la crème solaire au cas où ça pourrait vous intéresser.
chercher le chien. Elle a trop chaud. Nous sommes désormais jeudi, je viens enfin vous parler de mes lectures. Alors hier j'ai lu pas mal de graphiques, j'avais envie de lire du graphique hier tout simplement, donc voilà, ça fait un peu diminuer ma palle graphique. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, avant d'oublier, tout d'abord j'ai terminé aujourd'hui l'audio qui s'est écouté super vite parce que c'est un livre finalement assez court, de Katie de Michael McDowell, que j'ai adoré. On reste vraiment dans le même genre de roman que les autres romans qui sont sortis précédemment chez Toussaint Louverture. Donc on est dans de l'horrifique, avec ici on est au 19e siècle au début, et on va évoluer au fil du temps, mais on suit Philomena, c'est Philomena, je crois que c'est Philomena, qui est une jeune fille d'une famille relativement pauvre. Elle vit seule avec sa mère qui est couturière. Et voilà, elles s'en sortent vraiment très juste pour payer le loyer, etc. Et puis un jour, elles vont recevoir une lettre du père de sa mère, donc de son grand-père. Philomena va recevoir une lettre de son grand-père qui appelle à l'aide, qui déjà s'excuse d'avoir abandonné la mère, et qui appelle à l'aide, qui demande voilà, que Philomena aille l'aider à se débarrasser de sa belle-fille, qui essaye de lui dérober tout son héritage. Et donc Philomena va y aller, sauf que elle va se retrouver impliquée dans une famille extrêmement dangereuse, et notamment dans cette famille-là, donc il y a Katie, d'où le titre du livre, qui est une jeune femme, une psychopathe en fait, hein, qui va, voilà, qui est prête à tout, à aider son père et sa belle-mère à avoir l'héritage du grand-père, etc. Et donc voilà, bref. Et du coup, elle va se retrouver dans une histoire vraiment très violente, avec des meurtres, etc. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais c'était juste génial. J'ai adoré l'ambiance, le côté très aussi karma et retour de balle. J'ai bien aimé, j'ai adoré. Je trouve que Michael McDowell a vraiment une plume qui est très immersive et qui nous entraîne complètement. En fait, c'est très visuel aussi. On a l'impression en fait de lire un peu un film, tellement on arrive à imaginer tout ce qui se passe, on s'attache aux personnages. Enfin, je trouve que voilà, ces romans sont vraiment extraordinaires, et ce sont des romans qu'on a du mal à lâcher. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé le tome 2 donc de Bad Ash, qui m'a quand même un peu déçue. Je vais pas continuer la saga. Autant j'avais adoré le tome 1, autant comme je vous le disais, le tome 2 ça allait. Mais en fait, je passais un bon moment de lecture, mais au bout d'un moment vraiment j'ai trouvé que le côté redondant devenait vraiment trop lourd en fait. Et Ashley m'agaçait. Vraiment, elle change d'avis toutes les 3 secondes. Ils arrêtent pas de revenir sur les mêmes disputes, de changer d'avis tout le temps. Voilà, au bout d'un moment j'avoue que ça m'a lassée, et du coup je vais pas continuer la saga parce que je sens que c'est typiquement une saga qui va trop tirer en longueur. Ça fait 5 tomes au début, enfin en tout ça fait 5 tomes, et je sens qu'on va avoir vraiment beaucoup de redondance, et ça me tente pas. Autant le tome 1 était très chouette et très prometteur, autant je trouve que la suite est mal exploitée. C'est dommage, le côté répétitif gâche tout en fait. Donc voilà, enfin le tome 2 ça allait, hein, j'ai passé un bon moment, mais c'est là que je vais arrêter pour cette saga parce que je trouve que ouais, c'est trop la même chose, on tourne en rond au niveau du scénario, et Ashley m'énerve. Donc voilà, malheureusement je vais arrêter cette saga là. En parlant de déception, enfin c'est peut-être pas vraiment une déception ici, mais j'ai reçu en fait du coup deux nouveaux mangas du label Combo de chez Dargo. J'en ai lu un la semaine passée, et j'ai lu celui-ci mais abandonné aujourd'hui. Je l'ai abandonné à 80 pages parce que j'accroche pas du tout à l'intrigue en fait. En fait c'est très personnel parce que moi j'aime pas trop les histoires dans l'espace, et ici clairement on est très fort dans une histoire dans l'espace, avec vraiment un côté science-fiction très poussé, enfin très poussé, vraiment on est dans de la science-fiction pure, et c'est de la science-fiction que j'aime pas en fait, toute la science-fiction dans l'espace et tout ça j'ai du mal. Alors parfois ça passe, ça dépend comment c'est amené. Ici j'ai pas accroché à comment ça a été amené, ça m'intéresse pas en fait, donc c'est pas mauvais, pas du tout, mais voilà, c'est quelque chose avec qui pour moi ça marche ou ça casse en général, il n'y a pas d'entre-deux, et ici ça ne l'a malheureusement pas fait. Je sais même pas vraiment, je vais vous lire le résumé si vous voulez, mais 2233, l'humanité est une espèce interstellaire, Elixir et Yakun sont tueurs de lune de miel, un couple de soldats d'élite. Alors que leur vaisseau devient incontrôlable,
Ils s'écrasent en urgence sur une planète inconnue qu'ils pensaient inhabitée, mais qui héberge en réalité une colonie terrienne. Séparés et sans moyen de communication, ils mettront tout en œuvre pour comprendre le mystère qui entoure ce monde et surtout pour se retrouver, quoi qu'il en coûte. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, juste que c'est pas moi mon style de roman. J'ai lu le tome 3 d'Equinox, qui est donc la saga d'Aurélie Wallenstein et de Aurora Gate. J'ai beaucoup aimé ce tome 3. Pour vous résumer très vite fait le tome 1, en fait ici on est sur une planète qui est régie par la lune, où les habitants en fait en fonction de la lune se transforment en animal. Ils ont chacun une forme animalière qui leur est propre, sauf qu'une fois, et du coup la lune a une très grande importance pour eux, et vraiment elle régule tout ce qui est nature, etc. Comme notre lune en fait, sauf que nous on se transforme pas en animaux, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et un jour malheureusement la lune va exploser, et ça va dérégler complètement tout, et on va suivre notamment 4 gardiennes de la lune, 4 prêtresses de la lune pardon, qui vont tenter de s'en sortir dans cette espèce d'apocalypse en fait. On suit principalement celle-ci, j'ai complètement oublié son nom, Camara, et Ténébrae qui est une espèce de protecteur, on va dire ça comme ça. Mais petit à petit, au fur et à mesure des tomes, on va retrouver ses autres amis en fait. Et donc là, on retrouve notamment Aileen. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les couleurs. C'est très chaleureux au niveau des couleurs, très volcanique en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Je sais pas lequel est mon préféré, je pense que c'est le 2 parce que j'avais beaucoup aimé les couleurs en fait. Très bleu, très océanique justement du tome 2. C'était vraiment très inspiré des Cyclades et du coup ça m'a vraiment... Enfin j'adore les Cyclades, j'adore tout cet univers là vraiment très bleu et du coup j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 2 grâce à ses illustrations. Ici c'est beaucoup plus volcanique mais j'aime toujours autant et l'intrigue est toujours aussi chouette. J'ai lu Hop, Chevaux de Foudre en BD, d'ailleurs j'ai dans ma pile à lire le roman que faudrait que je sorte un jour. Mais du coup là je l'ai lu en BD, il me semble que c'est un one shot. Donc c'est toujours de Aurélie Wallenstein et cette fois de Béatrice Penko-Secchi. Ici on est dans un monde, c'est de la fantaisie, mais de la fantaisie qui se passe dans l'Antiquité romaine. On a en fait des chevaux qui sont des chevaux de foudre. En fait ils ont un lien avec la foudre, ils peuvent électrocuter les gens, etc. Ils sont très dangereux, les gens en ont peur, mais voilà, en fait ils en ont peur, mais malgré tout ils sont kidnappés, voilà, enlevés de leur état sauvage pour être amenés vers des arènes pour qu'ils deviennent des chevaux de course en fait. Il y a des courses tous les X temps qui se déroulent quand il y a un gros orage, des courses qui sont très dangereuses où on y fait courir des esclaves pour, voilà, pour générer beaucoup d'argent, etc. Et donc en fait ça décrit ça dénonce l'exploitation des chevaux dans le monde de la course en fait. Alors on en parle ici dans l'Antiquité parce que dans l'Antiquité c'était très poussé, mais il y a quand même des parallèles avec notre époque. On dénonce vraiment la manière dont sont traités les chevaux dans le domaine sportif, le domaine équestre. Comment, après c'est pas tout le monde hein, qui traite ses chevaux comme ça évidemment et encore heureux, mais la pression qu'on leur met, la manière dont on traite les chevaux, voilà, c'est alors qu'il faudrait tout simplement, si on aime vraiment le cheval, plutôt essayer de trouver une harmonie avec le cheval plutôt que d'essayer de le forcer. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très chouette BD avec une très chouette intrigue et des beaux messages qui étaient véhiculés. J'ai lu le tome 3 de Cœur de Ferraille que j'ai beaucoup aimé. Ici c'est un peu du Cœur de Ferraille, du coup chaque tome c'est toujours dans le même univers mais on a une histoire différente. Et ici c'est un petit peu une espèce de Roméo et Juliette puisqu'on a une jeune femme qui vient d'une famille noble qui tombe amoureuse d'un robot. Or c'est une relation interdite du moins par son père. On ne mélange pas les races, on mélange pas les espèces. Donc voilà, il y a beaucoup de messages hein, derrière chaque tome. Et ici du coup c'est vraiment... un tome qui invite au vivre ensemble, à la diversité. C'était très chouette comme histoire. J'aime beaucoup cette saga qui véhicule des messages très importants et très actuels également. Et ce tome-là n'a pas fait défaut.
Et j'ai lu et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Marshmallow et Jordan de Alina Shaw, dans lequel on met en avant une petite fille qui est en chaise roulante, et ça fait du bien de mettre enfin en avant, parce que finalement on le fait très peu, que ce soit en roman ou en graphique, de mettre en avant une héroïne qui est en situation de handicap, parce qu'ils existent. Ces personnes en situation de handicap, mais on les voit quasi jamais, comme si ces personnes n'existaient pas voilà, dans tout ce qui est roman graphique, etc. Et donc ici on suit une héroïne qui jouait au basket jusqu'au jour où elle a eu un accident. Elle continue à assister aux entraînements de basket, elle est très forte, mais elle peut plus jouer en tant que basketteuse, elle peut plus assister aux tournois et tout ça de son école. Et un jour on va la diriger vers un autre sport. Et du coup c'est un message, je trouve, et ah oui, très important. Après un entraînement de basket, elle va tomber sur un éléphant blanc qui est blessé et qu'elle va aider, et qu'avec sa famille ils vont un peu adopter comme voilà, comme animal de compagnie, et elle va devenir aussi la mascotte de l'équipe de basket. Ça se passe en Indonésie, et c'est un roman vraiment extrêmement, un roman graphique extrêmement touchant et bienveillant qui est une ode à l'amitié, aussi une ode à l'espoir, au courage. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que cette petite fille en fait, elle se limite pas, elle ne se limite pas à sa chaise roulante, elle n'en fait pas, elle essaye de travailler avec son handicap, elle en fait une force en fait, et c'est bien parce que ça véhicule vraiment des messages assez importants et beaux en fait, et ça nous parle aussi un peu de la culture indonésienne, mais aussi de ces sécheresses que connaît l'Indonésie ces temps-ci à cause je suis fatiguée, à cause du climatique, je trouve plus mes mots, je suis fatiguée. Vous voyez, à cause du climat qui foire, des dérèglements climatiques, voilà. Donc on parle aussi de ça, et à la fin d'ailleurs on rappelle un peu qu'il faut faire attention à notre planète, etc. Voilà, c'est vraiment une très 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 jolie histoire, très touchante, où on explore aussi un petit peu le folklore indonésien, avec notamment tout ce qui est divinité. Vraiment j'ai trouvé ça très chouette en fait. C'est vraiment une ode à l'amitié, comme je l'ai dit, au pouvoir de l'amitié, et c'était un très chouette texte, et surtout de sublime illustration, j'ai adoré les dessins. Voilà, j'ai fait mon petit point lecture. J'ai un mal de crâne très 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 élevé, donc je crois que je vais aller faire une petite sieste avant de passer ma soirée à lire, parce que je suis toute seule ce soir. Bon, il y a Enzo, il me faudra le mettre au lit, etc. Donc voilà, je crois que je vais faire une petite sieste, et puis je sais pas encore ce que je vais lire. Vendredi soir, il est presque 23 h. Je vais vous faire un petit point. Je suis toute seule ce soir. Après le boulot, on est allé boire un verre avec des collègues, c'était chouette. Sur un rooftop, le rooftop du Beaux-Arts en fait, qui est juste, on le voit depuis nos bureaux. Et du coup avec le soleil et tout, ça faisait du bien. Je suis rentrée, il était 19 h. Et ce soir, j'ai principalement lu. Voilà, je suis toute seule parce que Enzo passe le week-end à la mer avec mes parents, et mon compagnon travaille jusqu'à 22 h. Bon là, il rentre avec un peu de retard, mais il va pas tarder. Du coup là voilà, je vais bientôt monter, mes cheveux sont complètement décoiffés. Je vais bientôt monter, me coucher. Je m'étais dit que j'allais vous faire un petit point sur mes lectures. Alors j'ai lu comme BD ce soir Les Sirènes de Bagdad, l'adaptation en BD. Donc c'est du roman de Yasmina Khadra, et c'est adapté par Winock. Et j'avais un doute parce que j'ai lu pas mal de livres sur plusieurs années sur le thème qui se passe en Afghanistan ou d'autres pays musulmans, et du coup j'avais un doute, je savais plus, je sais que j'ai lu l'attentat, mais je savais plus si j'avais lu Les Sirènes de Bagdad, surtout que les noms se ressemblent souvent. Mais je pense que je l'ai lu, mais j'ai pas un souvenir extrêmement clair. Là en le lisant, ça me disait quelque chose, et je voyais plus ou moins où ça allait, donc je crois que je l'ai lu il y a plusieurs années. Du coup je sais pas dire exactement si l'adaptation BD est bien par rapport au roman, parce que voilà, mon souvenir de roman n'est pas très frais. Mais je pense que j'ai lu, mais c'est sorti il y a quand même longtemps, hein, donc et je deviens vieille. Ici on est en Irak, on est à l'époque où les États-Unis ont envahi l'Irak, et on suit un jeune homme. À la base
son village n'est pas trop concerné par les Américains, par les attaques, etc. Mais un jour, le village va être attaqué par les Américains et les Américains vont humilier son père et il va devoir, le jeune homme, dans leurs us et coutumes, venger son père par le sang. Et du coup, il va se retrouver à Bagdad et il va intégrer, enfin, côtoyer des gens qui sont très dangereux. Et tout ça est lié au terrorisme et j'ai trouvé que c'était très bien amené parce que on voit vraiment la manipulation mentale, on voit à quel point on l'endoctrine en fait. Et en même temps, d'un côté, on peut comprendre, alors je dis pas que j'accepte, mais je veux dire, on peut comprendre leur colère en fait. Parce que quand on voit les dégâts causés par les Américains, quand on voit, je crois que c'est mon compagnon qui est là, quand on voit tout le mal qu'ils ont fait dans ces pays, mon compagnon, tout le mal qu'ils ont fait dans ces pays, on peut comprendre que ces pays-là soient extrêmement en colère, qu'ils aient envie de se venger. Mais voilà, du coup c'est très intéressant, mais ça évidemment, ça, régler ça, le sang par le sang, ce n'est pas ok, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais du coup, je trouve que c'était très bien amené. On voit la manipulation mentale qui mène au terrorisme, etc. Et c'est très dur comme BD, mais c'est très important. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement touchant, bouleversant et difficile à lire. Hello, je vous retrouve, on est Nicole et Sang. On est samedi matin. Hier, j'ai du coup été interrompue. J'avais fini de vous parler de la BD, mais je devais encore vous parler des 2 romans que j'ai lus. J'ai 5 minutes avant de partir chez cette scène, du coup, c'est parti. J'ai écouté en une journée Le Rossignol de Anne-Gaëlle Huon, qui est un roman qui se lit vraiment très vite. En vitesse x2, c'était un peu plus 3 heures d'écoute, donc voilà, je l'ai vraiment dévoré. Je l'ai beaucoup aimé, bien que c'est un récit, il faut le savoir, assez lent, assez calme, dans lequel en fait on suit entre 2 époques, on suit en fait Toby qui est un homme de la quarantaine, cinquantaine, je sais plus, qui, je crois qu'il a dans les 40 ans au début, qui va être appelé à retourner dans le village, dans la ville de son enfance, pour aider un ami de son enfance qu'il a plus vu depuis très longtemps, qui a eu un accident et qui n'est plus capable de chanter, d'imiter les bruits des oiseaux, etc. Et donc il va l'aider. Et puis on a des flashbacks dans son enfance, où en fait il est dans un petit village où il a une passion, c'est celui d'imiter les cris des oiseaux et de... enfin, son rêve c'est de remporter un concours par rapport à ça, et voilà, c'est vraiment un rêve d'enfant. Et on va suivre un peu son amitié avec Toby, leur déboire, etc. Du coup, c'était vraiment une très jolie histoire en fait d'amitié, d'amour. C'est un roman émancipateur et aussi c'est un récit très joli sur les rêves d'enfance en fait, leur place dans notre vie d'adulte, s'ils sont encore les mêmes ou pas. Voilà, c'était très joli, c'était très fluide, c'était très beau comme texte, vraiment très bien écrit et très simple en fait. Et ça fait du bien parfois d'avoir un récit assez simple. Et puis, je me suis plongée dans un roman beaucoup plus noir. Ici, j'ai adoré, j'adore Amélie Antoine, vraiment. Elle me déçoit jamais, bien qu'ici, la fin m'a un peu... je sais pas encore si j'ai aimé la fin ou pas. Donc c'est Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine, qui est un roman vraiment très noir, dans lequel on sait directement que quelque chose est arrivé un soir où la babysitter était là, entre 2 enfants. Vadim et son petit frère Nathan. Vadim, c'est un enfant qui a été adopté, c'est un enfant des pays de l'Est, il me semble qu'il est ukrainien, et il a été adopté et il a 5 ans et demi, et depuis quelques mois il se passe des choses bien. En fait, il a un ami imaginaire, mais cet ami imaginaire prend un petit peu trop de place et ça inquiète les parents. Et du coup, il y a un peu une ambiance étrange tout au long du récit, parce que on se demande si cet ami imaginaire, s'il y a un côté fantastique ou pas, je vous le dirai pas. Mais du coup, c'est un peu bizarre, c'est le genre de récit où on regarde à côté en se disant ça se trouve, enfin voilà, c'est un peu angoissant quand même. Mais c'était vraiment très bien écrit, puisque du coup, l'ambiance est très pesante. On ne sait pas si ça va partir vers, si ça va rester ancré dans le réel ou si ça va partir vers le fantastique, vers l'horrifique. On sait qu'il y a quelque chose d'horrible qui va arriver, mais on ne sait pas quoi. Et du coup, tout au long du récit, on est vraiment en haleine, c'est très haletant. Et c'est très bien écrit, c'est très axé sur la psychologie du coup des personnages. J'ai trouvé ça génial. Par contre, j'ai trouvé qu'en fait, tout retombait un peu comme un soufflet à la fin. Mais en même temps, j'ai quand même aimé la fin. En fait, c'est qu'on s'attend tellement peut-être à quelque chose de dingue que ça peut être un peu décevant. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais en fait, d'un autre côté, il y avait plein d'indices qui partaient par là. C'est juste que moi, j'étais partie dans des théories vraiment très extravagantes. En fait, finalement, il y avait plein d'indices qui nous dirigeaient là-dessus, mais je me dirigeais pas vers ces indices-là. Et en fait, ça marche. La fin, ça marche et c'est très
c'est très logique, c'est très plausible. Mais voilà, disons que vu que le récit nous tient énormément en haleine, je comprends, il y en a pas mal quand j'ai déçu de la fin. Mais au pire, ce n'est que la fin. Le reste, le texte est extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que vous conseiller de vous pencher vers les romans d'Amélie Antoine de manière générale. Je vais faire mes ongles. Je vous reprends sûrement après Waterloo parce que je dois d'abord aller après je vais aller à Waterloo. Donc à mon avis, je vous reprendrai en début d'après-midi. Avant ou après avoir fait mon sport, je ne sais pas. Je reviens d'aller courir. Ça fait du bien. Je suis allée courir aujourd'hui parce que c'était un peu plus frais. Alors, il fait toujours chaud, hein, mais c'est un peu plus frais. Donc voilà, après en courant, j'avais quand même chaud, mais bref. Mais ça fait du bien. Je recommence à courir ces derniers temps. Je courais beaucoup quand j'habitais à Waterloo et à Braine-l'Alleud. Et quand on a déménagé à Nuillère, j'ai un peu moins couru, j'ai un peu arrêté. Et là maintenant, je reprends bien et du coup, je suis contente. Je vois que je recommence petit à petit à reprendre mon rythme de course que j'avais avant. Alors, je suis encore loin du rythme que j'avais avant, mais voilà, je suis assez satisfaite. Et ça fait du bien parce que j'adore quand je fais du sport, vraiment bien transpirer pour avoir l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose. Le papier toilette que j'ai acheté tantôt. Et du coup, je suis contente. Là, j'attends de refroidir que je vais prendre une bonne douche. J'ai oublié de vous prendre aujourd'hui et du coup je vous ai pas dit que j'ai rejoint Céline qui est censée apparaître quand je fais ça mais elle rate. Céline chez elle dans son coin à Namur, jolie petite ville. Et du coup en tant que bookstagrammeuse, voilà, on est en train de faire des photos avant de manger, ce qui est quand même voilà. Regardez-moi cet endroit comme c'est beau. On est au château de Namur. Tes cheveux sont moches. Le message c'est bien de faire si tes cheveux sont moches. Allez, je vais retenter. Ouais, j'ai compris. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce vlog et faire un petit point sur mon week-end. Je vais pouvoir vous parler d'un autre roman puisque j'ai eu beaucoup de route ce week-end vu que hier je devais aller à Wavre, je suis d'abord allée à Waterloo puis à Wavre, puis aujourd'hui c'était jusqu'à Namur chez Céline, donc voilà, je crois que j'ai dû faire 4 heures de route ce week-end, quelque chose comme ça, facilement. Donc j'ai eu le temps d'écouter un audiobook complet. J'ai écouté l'audiobook que j'ai demandé sur NetGalley du coup de Le barman du Ritz de Philippe Collin, qui est un livre du coup qui parle de la France sous l'occupation et plus particulièrement du Ritz sous l'occupation allemande durant la guerre 40-45. On va y suivre un barman, le barman du Ritz. Vous êtes surpris, j'en suis sûre. Donc c'est, comment il s'appelle, Frank Seger, je sais plus son nom maintenant. Frank Meyer, voilà, Frank Meyer, qui est une personne qui a vraiment existé, qui était barman au Ritz du coup durant l'occupation et qui en fait était juif, mais il est parvenu à cacher le fait qu'il était juif. En fait, il était dans une situation très compliquée parce que du coup le Ritz, forcément, vous vous en doutez, a été occupé par les Allemands. Voilà, c'était les plus hauts dignitaires allemands qui logeaient, entre autres, hein, mais qui logeaient dans le Ritz sous l'occupation. Et donc lui, il était vraiment en plein ce repère. Voilà, c'était vraiment l'agneau au milieu des loups, mais les loups qui ne se doutaient pas que cet agneau était en fait un juif. Donc voilà, c'était très dangereux, mais en même temps très intelligent de sa part, en fait, parce que parfois c'est quand on est vraiment au centre des ennemis, enfin voilà, que on est le mieux caché finalement. Et du coup, voilà, on parle du Ritz, de tout ce qui se passait dans le Ritz et tout à l'époque, de cet homme aussi. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que, alors d'un côté, on a vraiment on voit ces gens dans le Ritz, etc., qui du coup, eux, continuent à... qui servent déjà des Allemands, et on se dit comment est-ce qu'ils ont pu servir des gens comme ça, mais en même temps, c'était aussi une question de survie, et je pense qu'aucun d'entre nous, tant qu'il n'a pas vécu ça, ne sait comment il réagira vraiment. Et donc, on se dit, c'est un peu de la collaboration, mais en même temps, c'est tellement compliqué comme situation, parce qu'en fait, les gens vivaient tellement dans la peur,
et les Allemands étaient capables de telles atrocités, de torture, etc. que voilà, du coup il y a ce côté, cet aspect psychologique là, et il y a aussi des questions de voir en fait ce contraste entre le luxe du Ritz et la misère dans les rues, puisque en pleine guerre, forcément le peuple a faim, et au Ritz ils sont complètement en décalage, que ce soit les soldats allemands ou les personnes très riches, voilà, qui vivent en France, donc notamment Gabrielle Chanel par exemple, qui vit au Ritz de manière très aisée pendant l'occupation. Il y a tout un décalage qui est assez dégoûtant, je veux dire, enfin qui assez révoltant. C'est un livre vraiment qui était très intéressant, qui était passionnant. J'ai beaucoup aimé découvrir cette occupation du point de vue un peu plus aisé, un peu plus riche du coup, mais aussi de côtoyer des hauts dignitaires allemands. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très bien écrit, très bien traité. Vraiment, on apprend énormément de choses. C'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé et je ne peux que vous conseiller du coup de vous pencher sur ce récit. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Du coup, je vous en parlerai dans le vlog prochain. The Agency for Scandal de Laura Wood. Laura Wood qui est une autrice que j'aime beaucoup. Voilà, je vais pas vous en parler maintenant. Ce sera pendant le vlog prochain parce que je suis à 100 pages sur 300, presque 400 pages. Donc c'est un petit teasing pour la prochaine fois. J'ai passé un trop bon week-end, sinon hier c'était du coup anniversaire d'une amie, et puis aujourd'hui du coup à midi j'allais chez Céline, on allait manger ensemble des sushis et on allait faire des photos. Donc pour Instagram, Namur est une tellement belle ville pour faire des photos. Voilà, limite j'avais pris plein de livres avec moi, je me suis dit oh, je crois que j'en aurais trop, et en fait j'en ai pas eu assez. Mais j'ai passé un trop bon moment aussi avec Céline. Voilà, c'était trop chouette, trop bon après-midi et je n'ai pas vu le temps passer. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.